Organisme. Lorraine Gublin au Bourget avec Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. Vous, même si les négociations sont loin d'être terminées, vous le dites déjà, quoi qu'il arrive, il y aura un avant et un après Paris. Il y a eu une prise de conscience ces dernières années. Oui, on a le sentiment qu'il y a une vraie prise de conscience, qu'aujourd'hui il y a un vrai mouvement pour le climat qui est en marche auprès des citoyens dans le monde entier, auprès des collectivités locales, auprès des entreprises, et que ce mouvement pour le climat, il va continuer d'avancer. Finalement, ce qu'on attend de cette COP aujourd'hui ici, enfin pendant ces 2 semaines, c'est qu'elle donne un coup d'accélérateur, un coup d'amplificateur à ce mouvement pour le climat, pour qu'on prenne les bonnes décisions, notamment dans le domaine de la transition énergétique, du développement des renouvelables et de tout ce qui peut faire qu'on va sérieusement lutter contre le dérèglement climatique. Ça, c'était pour le point positif. Il y a aussi des points négatifs. Dans les négociations en cours, il y a encore des points noirs, selon vous, sur certaines questions. Oui, il y a des points bloquants. On a écouté là, le discours de François Hollande à l'instant qui est plutôt bon, qui pose les bonnes questions. Maintenant, comment vont réagir à ce discours-là et à ces annonces un certain nombre de pays, notamment les grandes économies, qui vont un peu faire donner le ton sur ces négociations. Donc je pense à l'Inde, je pense à la Chine, je pense aux États-Unis, je pense au Brésil, tous ces pays-là. Quelles vont être leurs positions sur un certain nombre de sujets. Nous, ce qu'on attend, c'est qu'ils s'engagent sur une sortie des énergies fossiles, une sortie du pétrole, du charbon et du gaz, dont on sait que ces énergies sont les responsables de la crise climatique. Est-ce que l'Inde va accepter d'annoncer quelque chose de l'ordre de la sortie du charbon? Ça va être très compliqué. Les négociateurs ont 2 semaines pour répondre à ces questions. Oui, les négociateurs ont 2 semaines, mais 2 semaines, ça passe très très vite. Donc on espère que dès le début, dès ce premier jour qui est le jour un peu des chefs d'État et des chefs de gouvernement, on va attendre des annonces qui seront plutôt positives. Donc on va écouter ça avec le plus grand intérêt. Les plus pollueurs de cette photo de famille? En fait, le pays le plus pollueur entre tous, évidemment, c'est la Chine. La Chine, on va voir ici, 28% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, presque un tiers donc des émissions mondiales. Derrière, vous avez les États-Unis, 15%, donc à peu près la moitié des émissions chinoises. L'Union européenne est derrière avec 9%, devant l'Inde et devant la Russie. Maintenant, si on prend en compte la population des pays, et donc si on calcule les émissions par habitant, et bien là, ça change tout. Le haut du podium est occupé par les habitants du Qatar. 40 tonnes de CO2 chacun. En Occident, ce sont les Américains qui sont les plus mauvais élèves. 15 ou 16 tonnes chacun devant les Russes. Et surtout, les Chinois pèsent quand même déjà 7 tonnes tout de même. Quant aux Indiens, eh bien, les Indiens ne pèsent que 2 tonnes de CO2. On comprend mieux pourquoi les Indiens ne veulent absolument pas s'engager sur une réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Quels sont les pays les plus vulnérables au réchauffement climatique? Alors, je vous propose de regarder cette carte. Vous allez voir en vert les pays qui sont les moins exposés au réchauffement climatique et en rouge ceux qui sont les plus vulnérables. Ce qui saute aux yeux en fait, c'est que ce sont les pays évidemment les plus pauvres qui vont subir le réchauffement vraiment de plein fouet. Pas ceux qui polluent le plus, donc c'est notamment l'Afrique centrale ici, et puis l'Inde, le Bangladesh qui sont particulièrement menacés. C'est à cause par exemple d'une eau plus rare ou bien d'une démographie galopante, de la montée du niveau des océans ou encore tout simplement d'une baisse des rendements agricoles. Peut-être l'occasion aussi de dire un mot, parce que c'est un sujet qui vous préoccupe beaucoup, Yann Arthus-Bertrand, des réfugiés du climat, qui sont extrêmement nombreux. J'arrive du Bangladesh, pour terre justement. Bangladesh est un énorme delta. 160 millions d'habitants sur le quart de la France. Vous mettez tous les habitants du monde aux États-Unis, vous aurez encore une densité inférieure au Bangladesh. Ce pays, il est bloqué entre les glaciers qui fondent, comme c'est un delta, il n'y a pas toutes les îles, il y a une énorme érosion, les gens perdent leur terrain. Et le sud, les cyclones. Ils avaient un cyclone tous les 3 ans, maintenant ils en ont un, sont 3 par an. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens? On estime qu'en 2050, il y a 20 millions de personnes qui devront partir. Vous imaginez la frustration de ces gens qui se sentent abandonnés? Et bien évidemment, vous êtes touchés au cœur par ça. Et puis, il faut savoir que ces gens-là ne sont pas responsables de ce qui est en train d'arriver. C'est nous, le monde industriel, la façon... Moi, je vis dans le pays, le 6e pays le plus riche du monde. Ben, ça a un prix. Ces gens-là sont en train de payer ce prix-là. Je ne me sens pas coupable, mais je me sens responsable. Voilà, c'est tout simplement... Je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Brice Lalonde, les pays, pour schématiser, les pays riches ont-ils une obligation à l'issue de conférences comme celle-ci, vous avez été négociateur à Copenhague par exemple, d'aider les pays pauvres, les pays en développement? Alors la réponse est oui, mais évidemment ensuite c'est comment fait-on? D'abord parce qu'en ce moment l'argent public se fait très rare, tout le monde est endetté. Donc il faut trouver le moyen d'associer l'argent public à l'investissement privé.
Parce qu'au fond, le développement, c'est d'abord une histoire d'investissement privé, de développement économique normal en quelque sorte. Donc voilà où nous en sommes. Comment est-ce qu'on peut associer tout ça? Comment est-ce qu'on peut faire accepter l'idée que, au fond, le développement et la lutte contre le réchauffement climatique, c'est à peu près la même chose? Comment est-ce qu'on peut orienter les investissements privés vers l'Afrique? Bon, c'est ça qui est en cause. C'est pas forcément dans la négociation que ça va se passer. Et puis je voudrais juste ajouter une petite chose sur le lien entre le terrorisme et le changement climatique. Je crois que ça s'appelle le pétrole, tout simplement. Et il y a malheureusement un lien entre le pétrole, entre la diffusion de thèses radicales et le terrorisme. Il y a quand même un lien. Et évidemment, le jour où on se passe des combustibles fossiles, on se sent peut-être mieux. On voyait justement, pendant que vous parliez, Brice Lalonde, des images de pays menacés par la montée des eaux. Je rappelle le titre de votre livre que j'évoquais tout à l'heure, « Le ciel nous tombe sur la tête », alors que c'est un travail mené avec Alain Hervé aux éditions Artaud. Ça dit bien ce que ça veut dire. Alors il y a une pointe d'ironie, mais voilà. Et parmi les difficultés, Valérie Masson-Delmotte, il y a la sensibilisation de l'opinion publique au-delà de conférences comme celle-ci que nous retransmettons sur le service public, des questions qui vont se dégager, des accords qui vont en sortir. Comment on sensibilise l'opinion publique au quotidien sur ces problématiques-là? Parce que j'ai l'impression qu'on mélange, un petit peu tout. C'est-à-dire qu'on estime encore souvent que manger bio, etc., c'est de ne pas prendre la voiture, circuler à bicyclette, que dans des grandes villes comme Paris, c'est encore un peu des choses de bobo, comme on dit. Comment on sensibilise l'opinion publique au quotidien? Moi, je voudrais le dire dans plusieurs dimensions. Il y a d'abord la responsabilité historique, parce que ce qui compte sur le climat, c'est pas les émissions de gaz à effet de serre à un endroit donné, à un moment donné, c'est l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, depuis la révolution industrielle jusqu'à celles qui vont être émises à l'avenir, c'est ça qui fait varier le climat. Donc c'est important d'avoir d'abord une information sur nos responsabilités, comme vous l'avez dit. Ensuite, la deuxième chose, c'est une information également sur les conséquences du réchauffement climatique. C'est important que les gens comprennent que même s'il y a des zones sur la carte qui apparaissaient plus vertes ou plus rouges, nous sommes tous concernés. Prenons l'exemple de la France. L'évolution du climat, ça va conditionner par exemple l'activité économique liée au tourisme de moyenne montagne en hiver. Ça va agir sur notre production agricole, nos forêts, notre viticulture, sur notre littoral. On a une possibilité d'anticiper pour atténuer les conséquences, mais nous sommes tous concernés. Et ça, c'est important d'arriver à ancrer les enjeux climat, pas uniquement sur une température moyenne à la surface de la Terre, qui ne veut rien dire pour chacun d'entre nous, mais sur les conséquences locales dans notre territoire par rapport à ce qui fait notre culture, finalement. Merci Lorraine. Oui, Brice Lalonde, c'est un regret que vous manifestiez de dire que par exemple il y a plein quand même de domaines industriels notamment qui ne font pas partie de cette conférence climat. Oui, exactement. Il y a un poison, si vous voulez, dans la négociation qui s'appelle la responsabilité commune mais différenciée. Mais différenciée selon quoi? Le niveau de développement, la géographie, tu as commencé en 1850 à émettre. Ah non, mais je ne le savais pas à l'époque. Enfin, il y a une discussion de marchand de tapis très très compliquée. Or, l'industrie est multinationale souvent. L'aviation, l'acier, l'aluminium, ils sont prêts à passer des accords mondiaux. Mais malheureusement, ce n'est pas accepté et pas encouragé par les États parce que je ne vois pas pourquoi mes compagnies seraient soumises aux mêmes obligations que les tiennes puisque tu as commencé en 1850. Donc c'est ça le poison. Or, il faudrait remplacer ce genre de négociations État par État par de grandes coalitions pour des objectifs. C'est ce qui commence à se faire au sein des Nations Unies. Il y a des coalitions, y compris pour le climat, pour les fours en Afrique, pour enlever le méthane, etc. C'est ça qu'il nous faut. Valérie Masson-Delmotte? Oui, et puis pour compléter sur la complexité finalement de ce paysage, on a mentionné la Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, mais il faut bien voir que la Chine, c'est l'usine du monde, et que finalement c'est à notre consommation, dans les pays riches, qu'on doit aussi attribuer une partie des émissions chinoises, ce qui fait revoir un peu à la baisse nos performances, et puis également de Chine, hein, à la hausse notre responsabilité. Regardez, c'est un brouillard de pollution, ça, regardez. Pour du réchauffement actuel. Et derrière, vous avez qui, même si elle a commencé assez tard, est finalement déjà à 10% du réchauffement actuel en responsabilité, on va dire. Donc la Chine, qui il y a 5 ans, n'était pas vraiment...
parce que c'est très intéressant, mais il faut savoir que le dioxyde de carbone, les gaz à effet de serre, ils restent parfois très longtemps dans l'atmosphère. Donc par exemple, le dioxyde de carbone, ça peut rester des centaines, voire des milliers d'années. Et à ce petit jeu, quand on regarde les émissions historiques depuis à peu près 1800, depuis le début de la révolution industrielle, eh bien, on voit que la plus grande responsabilité revient aux Américains. Ils sont responsables, pour dire, d'un tiers du réchauffement actuel. Et derrière, vous avez la Chine qui, même si elle a commencé assez tard, est finalement déjà à 10% du réchauffement actuel en responsabilité, on va dire. Donc la Chine, qui il y a 5 ans n'était pas vraiment, enfin s'imaginait comme un pays émergent, aujourd'hui on ne peut plus vraiment dire qu'elle l'est. Elle est le principal pollueur sur la planète, et de très loin. Yann Bertrand, oui. Il ne faut pas oublier, si aujourd'hui on arrêtait complètement d'émettre du CO2, la Terre va continuer à se réchauffer pendant au moins 50 ans. C'est terrorisant, ça. Oui, Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on descende. Il n'est pas possible de revenir en arrière, ça c'est une évidence. Ah bah alors, donc attendez, parce que si ça c'est exact, ça veut dire que l'objectif des 2 degrés c'est déjà terminé, c'est même plus la peine d'en parler. C'est difficile. C'est passé et revenu. Il va falloir qu'on émette beaucoup, beaucoup moins à la fin du siècle. Beaucoup moins que maintenant. L'objectif de 2 degrés, ça veut dire on baisse nos émissions mondiales de CO2 à partir de 2020, et à l'horizon 2050-2070, on va en capter dans l'atmosphère. Autant vous dire que pour l'instant, on en est assez loin. Donc dans le scénario le plus optimiste, le climat continuerait à se réchauffer à peu près au même rythme que les derniers 50 ans, jusqu'à horizon 2050, et ensuite se stabiliserait vers un climat plus doux qu'au 19e siècle. Si on n'agit pas, le climat continuera à se réchauffer, on va vers une accélération. Et ce que je voulais aussi mentionner avec les images de Pékin, c'est qu'à agir par rapport à la consommation d'énergie fossile, il y a aussi énormément de bénéfices associés en termes de santé publique, sur l'alimentation, les transports, la qualité de l'air. Et ça, c'est important de l'intégrer dans l'analyse économique. Alors comme c'est une émission qui est très bien faite, Nicolas, on va voir avec vous justement la variation de ces émissions de CO2 dans le temps. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'elles s'envolent littéralement, ces émissions de CO2. Historiquement, jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, les émissions de CO2 ont augmenté, on va dire vraiment tout doucement, parce qu'il y avait très peu de pays industrialisés dans le monde. Le premier coup d'accélérateur, vraiment, c'est après la Seconde Guerre mondiale, après 1945, les 30 glorieuses, l'industrie et la croissance triomphante. 1973-79, les premiers coups de frein avec évidemment les chocs pétroliers, le moteur ralentit un peu, et depuis 10 ans, c'est vraiment l'envolée avec tout simplement le décollage d'une puissance économique mondiale, la Chine. Alors, on va retourner au Bourget. On vous l'expliquait tout à l'heure, il y a... Est-ce que je peux revenir sur Copenhague? Parce que c'est présenté comme un échec. Pour moi, ce n'était pas un échec du tout. Je rappelle que vous étiez négociateur. Exactement. C'était parti pour être un échec à cause de maladresses diverses. Et quand les chefs d'État sont arrivés, parce que les chefs d'État sont arrivés pensant qu'il y aurait un succès, invités pour sabler le champagne, en réalité, ils ont dit « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Travaillons, réunissons-nous, n'allons pas chez la reine, on est là pour négocier. » Ils ont négocié une nuit entière, une journée entière. C'est incroyable, dans des conditions inouïes. J'ai jamais vu ça, moi, c'était la première fois. Et ils ont accouché d'un accord. Cet accord, il est toujours valide aujourd'hui. C'est l'accord de Copenhague qui ne faisait que 2 pages. Contrairement aux 200, 300 pages. Et cet accord, il disait 2 degrés Celsius, on est dessus. Il disait 100 milliards du nord vers le sud, on est dessus. Et il disait enfin, il faut absolument un système qui s'appelle MRV, mesurer, rapporter, vérifier, et un système de transparence qui nous permet de savoir ce que font chacun. On est toujours sur cet accord de Copenhague. Et ça m'a donné à penser que, heureusement que les chefs d'État sont venus, et les chefs d'État, ils font la différence, ils sont capables d'aller au-delà des intérêts égoïstes nationaux. Ils sont capables de parler pour la planète. C'est pour ça que c'est très important. Alors, on a un sommet maintenant avant. Le problème de ce sommet avant, c'est qu'ils vont tous lire leurs papiers. À Copenhague, ils étaient coincés dans une petite salle, ils ont été obligés de sortir quelque chose. Alors, saluer Barack Obama à l'instant, Étienne. Ça montre quand même l'engagement des Américains. C'est très rare de voir Barack Obama et son ministre des Affaires étrangères sur le même déplacement à l'étranger. C'est excessivement. Il n'y a pas de doute. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'ici, en France, et même dans tous les pays européens, il y a un accord de toutes les forces politiques pour considérer le changement climatique comme absolument essentiel. Et aux États-Unis, c'est peut-être le seul pays au monde où ils en font une affaire politicienne. C'est invraisemblable. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, John Kerry, il n'y a pas très longtemps, a un peu douché les espoirs d'avoir un accord juridiquement contraignant, parce que lui-même a dit qu'il n'était pas question pour les États-Unis, avec une majorité républicaine, d'avoir un traité. On va dire, voilà. Pas suivre. Exactement. En fait, c'est un peu une querelle de mots, toute cette histoire, parce que aujourd'hui, même s'il y avait un traité juridiquement contraignant, il n'y aurait pas de sanctions. Et d'ailleurs, on le voit dans le protocole de Kyoto, il y a des pays qui sont sortis
sortis du protocole, comme le Canada par exemple, le Japon, la Russie, et il n'y a jamais eu de sanctions. Donc à partir du moment où de toute façon il n'y a pas de sanctions, à quoi sert-il on va dire, de discuter pendant des jours et des jours d'un traité juridiquement contraignant qu'on ne pourra pas sanctionner. Il n'y aura jamais de sanctions. Exactement. Il n'y en aura jamais. Donc c'est vraiment de la conscience, du cœur. C'est assez effrayant quand on vous entend dire ça. On peut quand même noter la différence avec la démarche européenne, parce que finalement, les engagements européens qui sont ambitieux, ils sont passés par le filtre démocratique au Parlement européen, dans les différents pays. Nous, au Parlement, la loi sur la transition énergétique, on voit que l'Union européenne, elle arrive en force parce que cette vision d'un mode de développement sobre au carbone, c'est une vision qui est endossée par les représentants des populations. Il y a une très grande différence entre l'Union européenne et les Nations unies. Dans l'Union européenne, quand les chefs d'État se mettent d'accord pour faire quelque chose, ils se tournent vers un organisme qui s'appelle la Commission. Et ils disent à la Commission, est-ce que tu peux nous préparer une feuille de route pour les 28 États membres? Elle le fait, ensuite ça négocie, et ensuite il y a un accord. Et c'est juridiquement contraignant pour les pays de l'Union européenne. Il y a la Cour de justice si jamais ça... Voilà. Tandis qu'à l'échelle internationale, il n'y a pas ça, et il n'y a pas de commission, et les Nations unies n'ont pas le droit de faire la feuille de route. Et regardez, Ban Ki-moon, il n'est que secrétaire. C'est ça qui est très très frappant. Les Nations Unies, c'est un syndicat d'États souverains, et puis c'est tout. Et donc c'est ça la difficulté. C'est pour ça qu'il faut absolument que nos diplomates, nos chefs d'État, réforment les Nations Unies, ou créent un espèce d'étage pour les problèmes de la planète, qui n'existe pas aujourd'hui. Alors en attendant, qu'est-ce qu'un accord réussi? Qu'est-ce que serait un accord réussi? Vous disiez tout à l'heure qu'à Copenhague, finalement le sommet avait accouché d'un accord, en tout cas sur sa forme assez simple, 2 pages. Qu'est-ce que ce serait un accord réussi cette fois-ci? Je crois qu'il y a 2 critères. Premièrement, que tout le monde soit à bord. Parce que pour la première fois, en effet, ce sont les pays en développement qui envoient le maximum de gaz à effet de serre. Et donc, il faut que tout le monde accepte, et d'ailleurs tout le monde accepte maintenant de faire quelque chose. Premièrement, tout le monde est à bord. Et deuxièmement, il faut un système qui nous permette d'infléchir et d'aller vers une augmentation minimale de température, 1,5 ou 2 au maximum. Et ça, c'est la révision périodique. Mais, entre nous soit dit, le meilleur, c'est quoi? Le meilleur, c'est que c'est toute l'économie mondiale qui doit s'y mettre. C'est le FMI, c'est le G20. Je veux dire, à un moment donné, ça suffit comme ça. La plupart des responsables politiques ont dit « Oh, je ne m'en occupe pas du changement climatique, il y a la COP. » Ah oui, tu parles, comme ils savaient très bien que ça n'avançait pas et c'était tranquille. Là, non, il faut que tout le monde prenne l'affaire en main. Et donc, la COP, c'est le signal de l'action et l'action sera ailleurs, partout dans le monde. Le prince Rachid qui s'exprime à l'instant, le frère Obama, que nous suivrons ensemble en direct. Yann Arthus Bertrand. La vertu des petits gestes, ce qu'on peut faire nous tous ensemble. C'est la question que je Il vous ne posais faut pas mettre tout ça sur le dos des politiques. Ah oui, mais c'est les lobbies qui nous obligent à acheter. Mais on est obligé à rien. On est dans un pays libre. Et la vertu du petit geste, c'est important. Nous, à la Fondation, on a fait la solution dans l'assiette. Bon, il y a beaucoup de projets. Hulot, la Fondation Hulot a fait un projet formidable. C'est-à-dire que tout ce qu'on mange, c'est important. Et ce qu'on ne va pas jeter, ce qu'on va consommer, c'est aussi important. Manger moins de viande, c'est important. La vertu des petits gestes. On prend le vélo, on ne le prend pas souvent, mais quand on le prend, c'est bien. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Et pas avoir peur de faire un peu éthique, morale. Moi, ce qui va se passer avec Volkswagen, ça a été épouvantable. C'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. Dire que pour vendre plus de voitures, gagner de l'argent, on est prêt à mettre en danger la santé de l'humanité entière. C'est épouvantable. On a besoin de beaucoup plus d'éthique et de morale. Et ça commence par moi. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Alors, une chose, c'est que l'adaptation est un sujet maintenant aussi important que la réduction, ce qu'on appelle la mitigation. Maintenant, l'adaptation, il faut s'adapter partout. Et donc la question de l'eau... Le changement climatique, il est là. Absolument. La question de l'eau va devenir la question centrale maintenant, parce que c'est l'eau, tout le cycle de l'eau qui est en train de se bouleverser. Moi, ce que je peux dire, c'est que les scientifiques, ils ont travaillé sur la base des contributions volontaires mises sur la table par les différents pays à horizon 2025-2030. Et le constat, il est intéressant. Il est qu'on n'est pas sur un scénario du laisser-faire, où les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter de plus en plus vite, mais on n'est pas sur un scénario de stabilisation, ce qui est le prérequis pour maîtriser l'évolution du climat à moins de 2 degrés. On est dans l'entre-deux. Il y a un rôle pour les gouvernements. Ils fixent les modèles agricoles, énergétiques, la gestion des forêts, les règles du commerce et aussi la fiscalité. Mais en même temps, il y a un rôle pour les grandes villes. Il y a un rôle pour les régions qui jouent de manière très importante dans l'aménagement du territoire. Il y a un rôle pour l'innovation et l'engagement des secteurs industriels. Puis il y a un rôle pour tout à chacun. Et à mon sens, si on veut une cohérence entre l'objectif des 2 degrés et puis les engagements, tout l'enjeu, c'est d'accélérer. Alors chacun a un rôle et au plus haut niveau de l'État, puisqu'on parlait de vélo, Étienne. Vrai engagement. Alors on va regarder un autre extrait de Terra, Yann Arthus Bertrand. Il y a des aberrations dans l'agriculture aussi. Puis vous nous montrez comment les Américains utilisent, entre guillemets, les abeilles. C'est bien ça? On va regarder. C'est une folie, ça. On va regarder. Pour les amandes. Dans les champs d'amandiers, regardez. C'est là où j'interviens.
je fournis des fleurs aux abeilles, des millions de fleurs. En échange, elles pollinisent les arbres fruitiers comme ici les amandiers en Californie. Je leur offre l'abondance, mais il y a un prix. Butiner la même fleur peut être dangereux pour un insecte. Il peut arriver que les abeilles s'empoisonnent avec les pesticides utilisés pour traiter ces arbres. Je sacrifie une partie de ces précieuses ouvrières parce que la vie me semble une ressource inépuisable. Chaque année, plus de 50 000 ruches sont importées par camion de tous les États-Unis. Cela représente près de 10 milliards d'abeilles. Elles restent quelques semaines, le temps de polliniser les arbres. 4 amandes sur 5 vendues dans le monde sont originaires de l'État de Californie. Ce chef-d'œuvre d'agriculture rationnelle rapporte 15 milliards de dollars par an. On va sacrifier des milliards d'abeilles pour manger des amandes, quoi. Chaque année, il y a des millions d'abeilles, de ruches qui arrivent. Et ces abeilles sont élevées comme, élevées comme des animaux domestiques, quoi. On en transporte les reines par la poste. C'est devenu n'importe quoi. Je crois qu'elles subissent en plus les traitements phytosanitaires pendant qu'elles butinent en plus souvent. Mais on sait qu'il y en a 30 ou 40% qui vont mourir, mais on s'en fout. On a besoin d'amandes, ces abeilles vont mourir, mais c'est pour notre confort. Terra, voilà. 20h50 demain sur France 2. Vous voyez derrière moi, en plan large, la salle Loire et la salle Seine d'un uni. Barack Obama, même si c'est un discours de 3-4 minutes assez court, forcément son intervention est attendue. Nicolas. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point la société civile et le discours général autour du réchauffement climatique a changé en 6 ans. Moi, j'étais à Copenhague et à Poznan, et je me rappelle très bien, à l'époque, il y avait encore, on va dire, des querelles très forte, notamment de la part du camp, ce qu'on appelle le camp des climato-sceptiques. Aujourd'hui, on peut dire que le consensus autour de la question est vraiment acquis. Et puis surtout, quand on discute avec les gens, tout simplement, autour de nous, on voit vraiment que finalement, l'environnement est devenu un sujet de préoccupation, un sujet... les gens sont prêts à faire des efforts si on leur donne des solutions, tout simplement. On voit des images de comme vous étiez un des négociateurs. Qui a été rebaptisé Flopenhag, mais ça ne doit pas vous faire plaisir. Non, je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Ce n'était pas un flop. C'est pas très grave. Je pense qu'il y a des apparences. Alors, je pense que la plupart des commentateurs sont sensibles aux apparences et ils ne voient pas très bien ce qui s'est passé réellement, quoi. Mais bon, c'est pas grave. On avance et on espère que Paris nous fera oublier un petit peu les 20 COP qui ont précédé. Il faut le souhaiter. Mais après Copenhague, ça a quand même monté le CO2. Voilà, donc c'est là où c'est un échec. Si on avait arrêté... Oui, mais enfin, ça monte depuis toujours. C'est ça la grande question. Si on est là, c'est pour l'arrêter. C'est que maintenant, la grande question, c'est qu'il faut se passer des combustibles fossiles. Or, les combustibles fossiles, c'est eux qui ont assuré la croissance démographique et économique du monde depuis 3 siècles. Donc, c'est pas si simple. Voilà. C'est pour ça qu'il faut une stratégie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, les pétroliers ont changé. Les pétroliers disent, d'accord, il faut abandonner le charbon. C'est extrêmement intéressant, donc il y a du neuf. Les pétroliers disent on va arrêter de torcher, c'est-à-dire de brûler les gaz qu'on peut utiliser, etc. Toutes les industries sont prêtes à le faire. Et toutes les industries disent mettez un prix au carbone. Mettez un prix au carbone parce que quand vous jetez des papiers gras, vous pouvez avoir une amende, mais quand vous envoyez votre saleté de gaz carbonique qui va rester 1000 ans et faire monter les mers et tout, il n'y a rien. C'est gratuit, c'est pas possible. Et or, le prix du carbone, il n'est pas dans la négociation. C'est ça le problème numéro 1, c'est que le monde des négociations, c'est un monde de diplomates, où les types peuvent rester pendant une journée sur un mot, et le monde des entrepreneurs, c'est très différent. Et donc les diplomates n'ont jamais travaillé dans une entreprise, et les chefs d'entreprise n'ont jamais travaillé dans une réunion diplomatique. Ils seraient affolés de voir ça. Donc il faut essayer de rapprocher ces deux mondes, c'est ça la difficulté. Comment faire Eh bien, ça commence. Moi, je pense que la meilleure façon, c'est des coalitions. Mettons-nous d'accord pour atteindre une cible, et dans cette coalition, on pourra mettre les entreprises, les gouvernements, les collectivités locales, les ONG. C'est comme ça qu'on avancera. Donc, c'est de dépasser le côté pays par pays. Vous parliez d'entreprise, mais Lalonde, vous croyez sincères les engagements des grands capitaines d'industrie, comme le patron d'Unilever qui dit « Moi, en 2030, je ne produirai plus un seul produit qu'avec des énergies propres ». Oui, c'est sincère. Je le crois parfaitement sincère. C'est un argument marketing. Non, ils sont parfaitement sincères. D'abord, aux Nations Unies, on a compris depuis 20 ans qu'on ne peut aboutir à rien si on n'a pas les entreprises de son côté.
pour travailler avec elles. C'est elles qui font le mode de production et de consommation. Et deuxièmement, du côté des entreprises, il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui savent que si le monde va mal, l'entreprise ira mal aussi, qui veulent embaucher. Or, les jeunes aujourd'hui, ils veulent être fiers de leur entreprise. Une entreprise ne peut embaucher que si ces jeunes soient contents de l'entreprise. Et c'est vraiment absolument passionnant de voir ce mouvement et cette nouvelle génération arriver. Et donc, la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut rapprocher ces mondes de la politique et de l'entreprise et de l'économie. C'est absolument capital et urgent. Et quel entrepreneur va faire des efforts si l'entrepreneur du pays voisin n'est pas soumis au même prix du carbone, par exemple ? C'est exactement la discussion. C'est exactement ce que les entreprises disent aux responsables politiques. Mettez-vous d'accord, au moins à l'échelle des continents, pour qu'on ait des prix du carbone, pour qu'on puisse avancer. Et surtout, ne changez pas à chaque élection. Par exemple, vous vous mettez d'accord pour acheter l'électricité solaire à tel prix. Hop, une élection, on change le prix de rachat. 40 entreprises se cassent la figure. Non, mais ça, c'est sans fin, alors, si on vous entend. Non, ça veut dire que... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps de la lutte contre le changement climatique n'est pas le temps de l'élection dans un pays. Les élections, c'est tous les 4 ans ou tous les 5 ans. Le changement climatique, c'est 10 ans, 10 ans, 10 ans. Et donc, il faut de la ténacité. Il faut être simple et il faut tenir sa ligne pendant 30, 40 ans. C'est ça la difficulté. Valérie Masson-Delmotte. Et la COP21 sera aussi un facilitateur d'échanges entre les scientifiques qui fournissent un constat, les politiques qui donnent une impulsion, et puis certaines branches industrielles, leur organisation au niveau international. Il y a par exemple dans 2 jours une réunion autour des océans qui intègre le secteur du transport de marchandises, qui a un rôle à jouer, bien sûr, à travers ces rejets de polluants et de gaz à effet de serre. Et puis il y a aussi toute la question de tirer parti de l'énergie des mers, de l'adaptation pour toutes les régions littorales. Et on a besoin d'avoir tous ces acteurs réunis de manière coordonnée. Et la COP, c'est un des espaces où on peut avoir ces différents acteurs sous un même lieu. Oui, mais ce qui est amusant, c'est qu'il va se passer plein de choses dans la COP, plein de gens qui viennent avec des tas de solutions, mais malheureusement, les négociateurs vont être coincés dans une bulle et ils ne vont rien voir de ce qui se passe autour. C'est un petit peu ça le paradoxe non, mais vous de ces pouvez pas être négociations. pessimiste. Vous nous dites que Copenhague, c'était un succès, en tout cas pas un flop. Vous ne pouvez pas nous dire que la COP 21, déjà le premier jour, déplorait des choses qui auraient lieu, pas lieu. Oui, vous avez raison. Il faut qu'il y ait un succès. Travaillons sur ce succès. Je pense qu'il y aura un succès. Mais ce que je veux dire, c'est que, si vous voulez, le monde entier vient à la COP en se disant il va se passer des tas de trucs ici. Or, c'est une espèce de petite erreur de diagnostic. La COP, elle fera un petit peu avancer les choses. Mais c'est tout ce qui se passe en dehors de la COP devrait se passer 365 jours de l'année partout dans le monde. Alors, si je vous suis, c'est un début. Un début essentiel, le signal de l'action enfin. Alors si c'est un sujet qui vous passionne, évidemment vous pouvez suivre d'abord notre blog alimenté brillamment par Pascal Doucet-Bon, et puis je vous renvoie à plusieurs, outre le livre de Brice Lalonde que nous avons montré tout à l'heure, à cette histoire du climat depuis l'an 1000, c'est 2 tomes, tome 1 et 2 d'Emmanuel Leroy-Ladurie, c'est assez extraordinaire, c'est aux éditions Flammarion. Climat, 30 questions pour comprendre la conférence de Paris, ça c'est tout à fait d'actualité, c'est Pascal Canfin et Peter Stein aux des éditions Les Petits Matins. Et puis l'Atlas du climat par François-Marie Bréon et Gilles Luneau aux éditions Autrement. Ce sont des fascicules extrêmement bien faits autour de différents thèmes, les matières premières, l'énergie, etc. Merci à tous d'avoir été avec nous. Terra, c'est à 20h50 demain soir sur France 2, bien sûr.